Bienvenue dans Étincelle de vie, le podcast qui aide à retrouver de l'envie, de l'énergie pour construire une vie apaisée et sereine. Je suis Brigitte et je suis passée par ces moments où la vie se met en arrêt sur image. Je suis coach certifié et j'accompagne depuis 12 ans maintenant les changements de vie, les moments de transformation. J'ai très envie de vous partager mon énergie de vie, mon expérience, mes apprentissages, de vous faire rencontrer des personnes inspirantes. Ça vous dit ? Alors c'est parti. Nous démarrons notre toute première interview de l'année 2024 avec le témoignage de Charlotte Dubarret qui a vécu un burn-out particulièrement éprouvant. Dans cet épisode, elle va nous parler avec beaucoup de courage et de transparence de ce qu'elle a vécu. Comment le burn-out s'est immiscé petit à petit dans sa vie, combien il lui a été difficile d'admettre que ça puisse lui arriver à elle, femme forte et très engagée dans sa fonction de responsable RH. Nous discuterons également des étapes de son parcours de reconstruction, des remises en question et des défis auxquels elle a dû faire face, des ressources sur lesquelles elle s'est appuyée pour se reconstruire et du rôle essentiel du corps dans ce processus. Enfin, elle nous dira ce qui a changé aujourd'hui, comment cette épreuve a transformé sa vie et ce qui lui permet de continuer à avancer dans sa nouvelle vie. Prêt pour cet épisode inspirant et authentique ? Eh bien, c'est maintenant. Bonjour Charlotte, ravie de t'accueillir sur Étincelle de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une épreuve qui m'arrive parfois d'accompagner d'ailleurs, mais qu'on a souvent du mal à voir venir. Il s'agit du burn-out et c'est un épisode que tu as traversé, quelque chose qui t'est arrivé en 2020 et 2 années qui ont suivi. Et du coup, écoute, je te laisse te présenter rapidement, peut-être nous raconter d'abord qui tu es, ton parcours et dans quel contexte tout ça t'est arrivé. Bonjour Brigitte, merci à toi pour ton invitation. Ravie de partager partager cette expérience de vie qui peut arriver à beaucoup de monde. Donc, je suis Charlotte, j'ai 36 ans. Je suis responsable ressources humaines depuis maintenant 15 ans. Du coup, j'ai fait un burn-out en 2020 dans le cadre de mon poste de responsable ressources d'une grande société basée à Paris, mais je m'occupais de toute une région, à peu près la région sud-est, ce qui devait être à peu près 350 personnes, 12 agences et 3-4 jours de déplacement par semaine. Donc un rythme effréné physiquement. Après, rythme que j'ai voulu parce que je suis RH terrain, donc j'aime être auprès de mes équipes. Pour moi, c'est le sens du métier de RH. Dans ce métier-là, il y a le mot humain. Donc, besoin d'être proximité de mes équipes. Donc, un choix de faire autant de déplacements. Donc, physiquement, c'était un choix que je me suis imposé. J'aurais pu faire plus de choses à distance, mais besoin de cette proximité. C'est ajouté à cette disons, fatigue physique, des difficultés au fur et à mesure dans mon poste de RH avec une réorganisation et nomination de différents directeurs opérationnels, des directeurs qui sont des jeunes managers et qui, pour moi, à l'époque, n'avaient pas la fibre managériale, pour être correct. Et très, très, très compliqué de fonctionner avec ces personnes-là. Parce que je m'aperçois très vite que les valeurs humaines, on ne partage pas du tout les mêmes. Donc vient pour moi un combat au quotidien d'essayer de faire appliquer ces valeurs humaines, de défendre mes valeurs humaines et psychologiquement, du coup, au fur et à mesure, une fatigue psychologique qui s'accumule parce qu'avec cette réorganisation, moi, je m'y retrouvais pas dans les valeurs humaines. Mes équipes opérationnelles, donc les 350 personnes que je pouvais gérer en région, avec certains de ces nouveaux directeurs, c'est très, très compliqué. Et donc, je commence petit à petit à porter sur mon dos le mal-être professionnel de beaucoup de mes collaborateurs. Donc, ça devient compliqué mentalement, physiquement, psychologiquement pour moi de porter tout ça. Je commence petit à petit à ne pas dormir, à faire des insomnies. Je Juste du commence à coup, avoir des brûlures d'estomac. Du coup, en toile de fond, ce que j'entends, c'est qu'il y a donc un très fort engagement dans ta mission et en fait, quelque part, différents indicateurs qui sont une surcharge énorme parce que tu avais à cœur d'être auprès des équipes pour vraiment les accompagner, donc ce qui supposait beaucoup de déplacements et donc beaucoup de fatigue. Et en plus de ça, Oui, quelque chose d'autre qui va au-delà, parce que ça, c'est quelque chose que tu avais sans doute déjà connu dans d'autres postes, le fait d'être très engagé et d'être un peu au front en permanence, mais il y a en plus une problématique de valeur et de posture de certaines personnes qui ont des répercussions sur le bien-être des collaborateurs, c'est ça? Et du coup, il y a quelque chose que tu prends à cœur et en charge dans ton rôle de RH autour de oui. ces dimensions-là, c'est ça? Il y a porter le mal-être des autres et puis il y a
se battre sans cesse pour essayer de faire respecter ses propres valeurs aussi et ses convictions. J'ai des valeurs humaines qui m'appartiennent et qui sont très fortes et qui pour moi sont importantes, qui donnent du sens dans mon métier. Et quand je suis face à des directeurs qui m'expliquent très gentiment qu'ils en ont absolument rien à foutre de ce que je pense et que je suis là uniquement pour exécuter ce qu'ils pensent et qui me demandent de traiter les collaborateurs comme des pions, moi, c'est pas mon métier. Hmm. C'est pas le sens que je donne à mon métier. Et donc, j'ai dû mettre énormément d'énergie à me battre pour le faire autrement et à me battre contre moi-même et à me faire violence pour, à un moment donné aussi, réussir à avancer, à faire le métier qu'on me demande, à essayer de mettre de l'humain malgré le fait qu'on me demande de gérer des pions. Un combat quotidien et très engagé. Et du coup, petit à petit, il y a des signes de fatigue qui se présentent. Exactement. Je commence au fur et à mesure à perdre ma qualité de sommeil. Je suis une grosse dormeuse, donc la qualité de sommeil pour moi était importante, mais petit à petit, elle se dégrade. Je commence à voir apparaître, donc début 2020, je commence à voir apparaître des brûlures d'estomac, peu Mhm. fréquentes au départ. Je fais un premier malaise un matin, je me lève à 4 heures du matin, je prends un TGV à 6 heures du matin à Paris pour aller à Marseille. J'ai 3 heures de TGV. Dans le TGV, je fais un malaise. J'arrive à Marseille après quand même à 9 heures. Premier malaise dans le TGV. Mais j'enchaîne ma journée, je me pose pas plus de questions, je me dis juste que je suis fatiguée, que c'est peut-être un matin où j'ai pas assez bien mangé et c'est une accumulation de fatigue, c'est bon, je vais recharger les batteries, ça va le faire. Je fais ma journée, je renchaîne, je prends le dernier TGV le soir pour rentrer. Je rentre chez moi, il doit être minuit, quelque chose comme ça. Et dès le lendemain matin, j'étais redebout à 4 heures du matin pour refaire un autre déplacement. J'en parle bien évidemment à ma boss, mais que ça la perturbe pas plus que ça. J'ai ma conscience professionnelle, etc. Donc j'ai le boulot, j'ai le boulot. Donc je retourne dans le boulot sans me poser de questions. Je vais bien évidemment pas voir le médecin. Je me dis juste que c'est un coup de fatigue. Le fait d'en parler à ta boss, c'était pour la prévenir. La prévenir et essayer quand même de lui ouvrir les yeux pour qu'elle se rende compte de mon quotidien. D'accord. Euh, Et rechercher une forme de soutien, en tous les cas, de clarification. Chercher une forme de soutien et qu'elle ait conscience que le poste de RH, en étant basé à Paris et en étant dans le sud-est de la France, il est usant, il est fatigant. Et c'était aussi une façon de lui passer un message que c'est pas normal que je prenne un TGV à 6 heures du matin et que je rentre chez moi le soir même à minuit pour repartir le lendemain à 6 heures. Mm. C'était quand même pas une vie. Et c'est une façon indirectement de le lui dire parce que je savais qu'elle voulait pas le voir. D'accord. Les conditions de travail étaient compliquées et là-dessus, elle fermait les yeux. Mhm. Mais voilà, pour moi, ce moment-là, je suis pas du tout en train de faire un burn-out. Je suis pas du tout dans cette optique. Je ne vois pas ce signe-là. Je continue mon rythme de travail. Je ne me suis pas remis en question. Je n'ai pas changé mon rythme. Je continue avec l'engagement professionnel que j'ai, avec les objectifs que j'ai, avec les réunions que j'ai, les rendez-vous, les entretiens, etc. Je lâche rien. Ma qualité de sommeil ne s'améliore pas. Mes brûlures d'estomac deviennent de plus en plus fréquentes, de Ouais. plus en plus nombreuses, de plus en plus difficiles à gérer, mais pour autant, Tu t'en je rends compte? ferme les yeux, je ne Ouais. veux pas voir. Ouais. Euh, je crois qu'à peu près 4 5 mois après, je fais un deuxième malaise. Pareil, un matin, mais cette fois-ci chez moi. Je fais un deuxième malaise. Et puis, mais pareil, je veux pas plus voir. Entre-temps, j'étais basée à Paris. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas voir ou que tu ne prends pas conscience à ce moment-là? Qu'est-ce qui est plus À ce important? moment-là, je me dis juste que c'est à cause du rythme effréné de déplacement que j'ai. Je suis juste fatiguée parce que j'enchaîne déplacement sur déplacement et que du coup, j'arrive pas à recharger les batteries. Et je mets ça sous le fait que je suis juste fatiguée. Mais du coup, comment tu penses que ça va s'améliorer si le rythme reste le même à ce moment-là? Tu attends les prochaines vacances? Alors, j'ai du mal à voir la perspective. J'attends effectivement les prochaines vacances. J'ai en même temps une évolution dans ma vie personnelle où j'étais du coup basée à Paris. De fil en aiguille, j'avais rencontré quelqu'un mon conjoint habitait Lyon, donc je m'installe à Lyon à cette époque-là, en me disant que du coup, en étant basée à Lyon, faire les déplacements dans le sud-est de la France, de Lyon, je pars du principe que ça va être moins fatigant, mais les horaires sont les mêmes. C'est pas pour ça que je rentre plus tôt chez moi. Et c'est pas pour ça que la qualité de vie, avec des déplacements et un rythme effréné, s'améliore. Il n'y a aucun changement finalement. Tu te dis que tu Et tiens. ouais. Donc je tiens, je tiens. Je fais mon deuxième malaise, mais je tiens. Je me dis toujours que je tiens. L'été va arriver. On est au mois d'août. Je vais avoir 3 semaines de vacances. J'ai de la chance. Je pars en vacances au soleil en Corse. Donc je me dis bon, c'est bon. J'ai le cadre idéal pour lâcher prise et me reposer. Première fois de ma vie dans ma carrière que je décide de partir.
sans PC portable professionnel et sans téléphone portable professionnel. Mhm. Je laisse tout chez moi et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive et je le fais sans aucune culpabilité. Donc je sais que je suis totalement injoignable, mais que physiquement j'en ai besoin, je décide de couper. Oui, qui a un niveau de conscience d'un besoin urgent de repos. D'un besoin urgent de repos parce que je suis fatiguée. Je vois pas la suite. Mais du coup, c'était passé quand même, parce que je vais vite, mais si je remets les étapes avant l'été, il y avait eu quand même le premier confinement. Oui, en Et il y plus. avait des signes quand même. Premier confinement, donc je suis 100% en télétravail. Et un signe que j'ai pas encore parlé, mais qui commence à apparaître, avec le confinement, du coup, pour moi qui suis une RH terrain et très axée proximité, humain, écoute, relationnel, relation de confiance, bah, je fais tout par téléphone et en visio. J'ai du mal à le vivre, parce que pour moi, le contact humain, c'est de vive voix. Donc, ça devient assez compliqué de le faire en visio et par téléphone et par mail. Les échanges ne sont pas les mêmes. D'autant plus que je travaille dans une entreprise de prestation de santé à domicile. Donc, mes collaborateurs sont en contact direct très régulièrement avec des patients hospitalisés à domicile qui ont le Covid. Donc, il y a quand même un Un risque. contexte social et une peur qui s'installe en plus de tout le reste, donc qui n'est pas simple à gérer. Et donc, au fur et à mesure du télétravail, je me mets régulièrement le dimanche soir à pleurer, Mm. rien qu'à l'idée d'allumer mon PC et de recommencer la semaine. Et jusque-là, il y avait des signes physiques de fatigue, et là, il y a des signes émotionnels qui commencent à être plus forts. Oui, Parce que j'imagine qu'il y en avait aussi avant, mais en tous les cas, ils commencent à s'imposer un peu plus à toi. pleurer le dimanche soir devient de Ouais. plus en plus récurrent. Mais pareil, je mets ça sous le coup. La charge de travail en télétravail, période de Covid, était quand même très intense, encore plus pour les RH. C'est vraiment très, très complexe comme période et bizarre. On est pareil, je mets ça sous le coup de la fatigue. Et je me dis, l'été arrive, ça va faire du bien. Fin du premier confinement, la société nous demande de rester 100% en télétravail, ce qui bien évidemment ne me convient pas du tout, parce que c'est pas mon état d'esprit. Mais c'est la règle, donc je respecte. Les pleurs s'intensifient de plus en plus fréquemment. Je deviens de plus en plus irritable, je deviens de plus en plus agacée, je deviens de plus en plus sensible. Pour un rien, je me mets à pleurer. Pour un rien, je deviens agressive au boulot ou dans ma vie perso, hein. Mhm. Donc ça devient complexe, mais je veux pas voir. Mon conjoint de l'époque me le dit, en mode, tu es en train de sombrer, tu es en train de faire un burn-out, il faut que tu t'arrêtes. Je l'envoie bouler à plusieurs Ouais. reprises parce que je veux pas entendre, je veux pas voir. Je suis en contact avec mes parents me disent la même chose, mais je Mais leur c'est dis pas non, non, à ce moment-là, c'est pas possible. En tous les cas, à non, entendre et à intégrer. Mm. non. J'entends ce qu'on me dit, mais je veux pas y croire. Je leur dis non, non, vous vous trompez, c'est bon, c'est juste de la fatigue. Je les envoie littéralement bouler. L'été arrive, du coup, je pars en vacances au mois d'août en décidant de couper complètement. Donc, il y a quand même au fond de moi une conscience. Je suis 3 semaines en vacances. Je coupe puisque je n'ai pas mes outils de travail. Mais pour autant, mon cerveau ne coupe pas du tout, du tout, du tout. Je Mhm. suis Pas de 100% déconnexion. connectée au boulot. La charge mentale est toujours là. Incapable. La charge mentale est là. Je continue à pleurer pour tout et n'importe quoi. Je ne dors pas, mes brûlures d'estomac sont toujours là. Je ne profite pas du tout des vacances. J'arrive pas à déconnecter. Ma première angoisse, c'est de me dire, dans 3 semaines, il faut que je rentre au boulot, il faut que je retourne au boulot. L'angoisse, elle est là. Ouais. Et donc là, il y a une prise de conscience pendant les vacances où je me dis, mais c'est pas normal que je suis obsédée avec le fait que je dois reprendre le boulot et que j'ai pas envie. Donc je décide à ce moment-là, à mon retour de vacances, le 1er septembre, je vais voir le médecin. Une Les décision. vacances En ont été fait, le déclic. c'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, tant que tu es dans le flow, il y a quelque chose qui te dit, bon, c'est mon quotidien qui fait que j'accumule de la fatigue et donc, Oui, mais je suis plus costaud que ça et donc, bien sûr, je vais tenir et je vais y arriver et même si je vois que ça se dégrade. Et puis finalement, c'est la coupure qui fait que elle devrait être salvatrice, elle devrait être récupératrice et au final, c'est une fois que tu te dis, mais mon quotidien n'est plus là, en tout cas pendant 3 semaines, et il n'empêche que j'ai toujours des symptômes, que j'ai toujours des difficultés, que j'arrive pas à dormir, je continue à me fatiguer et surtout que j'ai très peur de retourner travailler. Donc ouais, c'est cette coupure-là qui te permet de prendre conscience finalement. Une prise. exactement. Où je comprends en fait que effectivement, ce qu'on me dit depuis quelques mois que je ne veux pas écouter, oui, c'est pas une simple fatigue. C'est pas qu'une simple fatigue physique.
il y a autre chose et je suis angoissée à l'idée de reprendre le boulot, c'est pas normal. Alors que j'étais à la base épanouie dans ce job, que j'ai choisi ce job, que j'aime ce job, que je suis fière de ce job. Donc là, je comprends qu'il y a un truc de vraiment pas normal et que j'en ai la boule au ventre et que bah, mes brûlures d'estomac, c'est lié à ça, c'est de l'angoisse, c'est du stress. Et je le comprends que maintenant, que l'été, je voulais pas le voir et j'étais dans le déni complet. Et là, le fait de pas pouvoir pas réussir à couper et pas essayer de reprendre une vie normale pendant 3 semaines. C'est là où je fais non, stop. Effectivement, Du il faut coup, que j'aille c'est voir combien de temps après les premiers symptômes? bien 8 à 9 mois après. Oui, donc Ouais. beaucoup de résistance. Ce moment est important car on voit bien que Charlotte lâche prise, elle a besoin de dire stop, elle comprend qu'elle ne peut pas s'en sortir seule et qu'elle est bien dans un état d'épuisement avancé. Et c'est le fait de prendre conscience de ça qui va lui permettre de passer à l'étape suivante, qui est de s'inscrire dans le processus de stabilisation et de reconstruction en allant voir un médecin. Et puis du Ouais, coup, début septembre, tu décides d'aller voir le médecin, c'est ça? exactement. Début septembre, je vais voir le médecin. Mon médecin me dit, mais Charlotte, vous venez me voir bien trop tard. Ça me fait pas rien du tout. Le médecin m'explique que je suis en plein burn-out et burn-out très très avancé, trop avancé de la part de mon médecin, qui m'explique que effectivement la qualité du sommeil, les brûlures d'estomac, les ceci, les cela, c'est lié à tout ça. Mon médecin me dit tout de suite qu'il faut que j'aille voir une psy, qu'il faut que j'aille me mettre sous antidépresseur, etc. Je refuse catégoriquement tout ce qu'il me dit. Trop peur de devenir dépendante, trop peur. Et puis me Peur disant, de j'ai toujours été une sombrer? femme forte, je peux y arriver toute seule, pas besoin Mm. d'aide. Ma fierté en prend un coup. Bon, j'ai un arrêt maladie d'1 mois qui me fait beaucoup réfléchir à cette période-là. La seule chose que mon médecin me donne, que j'ai accepté de prendre, c'est des médicaments pour calmer mes brûlures d'estomac pour le premier mois d'arrêt. Mes brûlures d'estomac s'estompent, mais pour autant, je ne dors pas plus, je pleure tout le temps, c'est compliqué à gérer. Donc au bout d'1 mois, je retourne voir mon médecin. Mon médecin m'explique qu'il faut que je prenne des somnifères. J'en ai très peur, peur de devenir absolument dépendante de ces trucs-là, parce que je n'ai jamais pris, je n'étais pas habituée à ça. Et bon, le médecin m'explique que si, on prend des toutes petites doses, mais c'est juste pour retrouver une qualité de sommeil, pour que mon corps se repose. J'écoute le médecin, je prends Il des arrive à te somnifères. convaincre. Il arrive à te convaincre que J'arrive à me convaincre sur les somnifères, pas encore sur les antidépresseurs et la psychologue. intéressant parce que finalement, les premiers soutiens que tu prends, c'est brûlure d'estomac. Donc là, c'est vraiment mécanique, on va dire. C'est Ouais, ça que tu acceptes parce que c'est un problème mécanique, voilà, corporel. Les somnifères, on est à la limite parce que le sommeil, c'est aussi une régularité qu'il faut restaurer. Et par contre, tout ce qui concerne le psychologique et l'émotionnel, ça, pour l'instant, c'est refus. C'est ça? c'est refus catégorique au départ. Première chose, la partie antidépresseur, vraiment la peur de la dépendance. Et puis, par méconnaissance, en fait, hein, tout simplement. Et Mhm. puis après, j'étais persuadée que j'étais quelqu'un de forte et que je pouvais y arriver, que je pouvais m'en sortir toute seule. Mhm. Je m'en suis toujours sortie toute seule dans ma vie, donc je m'étais dit, ouais, c'est bon, Donc c'est c'est comme s'il bon. y avait une notion de... C'est un aveu de faiblesse que de prendre des antidépresseurs ou d'aller voir un psychologue, en fait. Il y a cette Oui, et notion. puis dans ma tête, pour moi, le burn-out, ça arrivait qu'aux feignants et que c'était une maladie. C'était la maladie du siècle, que ça arrivait qu'aux autres, ça arrivait aux feignants enfin, que ça n'avait pas le droit de m'arriver à moi, quoi. Enfin, Mhm. donc, j'acceptais pas encore ce qui se passait. Mhm. J'avais compris que mon corps avait lâché, mais le fait de me dire que moi, j'avais un burn-out, c'était pas possible. Je n'assumais pas du tout. Mhm. L'ego, on avait pris un sacré coup. Troisième mois d'arrêt maladie, effectivement, en dehors du fait que je commence à trouver le sommeil et que je n'ai plus de brûlure d'estomac parce que je suis sous médoc, je suis toujours aussi sensible, mon moral ne s'est pas du tout amélioré, je culpabilise à l'idée de ne pas être au boulot et de ne pas pouvoir m'occuper de mes collaborateurs. J'ai encore des contacts avec certains collaborateurs qui ne sont pas bien. J'arrive pas à couper. Oui, d'une certaine Je m'en manière, tu veux. continues à porter. Je continue à porter parce que je m'en veux de ne pas pouvoir être sur place et les aider. Donc il y a une vraie culpabilité de me dire professionnellement, je suis plus à la hauteur, je suis pas là. Bon, et mon médecin, je rééchange longuement avec mon médecin qui me dit que de toute façon, si mentalement je suis faible et que je ne suis pas réparée, je ne suis pas en capacité de m'occuper des autres. Donc il faut que je commence par m'occuper de moi. On m'explique que les antidépresseurs finalement sont une béquille pour ensuite aller mieux. L'image me parle et donc je commence à accepter l'idée et donc je suis prête à tester les antidépresseurs avec un demi-cachet au départ, etc., etc., pour monter crescendo en fonction des besoins. Mais mon médecin entend ma peur de devenir dépendante, donc elle me rassure. Et donc, on part sur un demi-cachet d'antidépresseurs et au fur et à mesure, je vois effectivement le bienfait que ça peut apporter, permettre d'avoir une aide au lâcher-prise. Une forme d'apaisement Ouais, à ce combat perpétuel pour rester à flot et dépasser les angoisses ou les émotions. exactement. Ouais.
À ce moment-là, je décide, au bout de 3 mois d'arrêt maladie, je décide d'éteindre complètement mon téléphone professionnel. Ma Ouais. conscience professionnelle ne m'avait pas permis de lâcher ce téléphone. Et là, je décide de l'éteindre vraiment. Donc, j'arrête d'être en contact avec les collaborateurs qui ne vont pas bien. Je deviens enfin égoïste. C'est ça le sujet. Alors, en tout cas, tu te fais passer en priorité. Oui, première fois de ma vie. Et du coup, les antidépresseurs m'aident à retrouver une forme d'apaisement et du coup à petit prendre du recul, à moins pleurer. Et je commence à m'ouvrir à l'idée de me faire accompagner par une psychologue. Mon médecin m'avait conseillé une psychologue du travail. Je prends un premier contact avec elle. Il s'avère que c'est une femme qui accompagne qui a accompagné dans sa carrière beaucoup de DRH qui avaient subi des burn-out. Donc, du coup, cette psychologue du travail connaissait très bien mon environnement de travail, connaît très bien mon métier de RH. Donc, quand je lui explique mon quotidien professionnel, elle comprend tout de suite ce que je vis, ce que je fais, mon état d'esprit, ma conscience professionnelle, etc. Et finalement, elle me fait découvrir que le burn-out, c'est une maladie qui arrive justement aux gens qui sont forts, qui ont un engagement professionnel très fort, une conscience professionnelle très engagée. Et du coup, je change d'avis un petit peu sur le burn-out et elle m'explique que ça n'arrive pas qu'aux faibles, au contraire, ça arrive justement aux gens forts, Tout à à fait. ceux qui ne lâchent jamais rien, qui s'occupent toujours des autres et qui ont un engagement très fort. Et qui pensent Chose qu'ils que vont je ne s'en savais pas du sortir tout. tout seul. Exactement. Et donc, l'accompagnement avec la psychologue du travail s'avère utile. Ça me permet de comprendre mon environnement de travail. Ça me permet de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, les conditions de travail que j'ai subies, le fait de se battre continuellement pour faire appliquer ces valeurs humaines, en tout cas pour les défendre. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses et de comprendre qu'en fait, j'ai pas forcément à me remettre en question. J'ai pas à douter de mes compétences et de mes capacités professionnelles. Le problème, c'est pas moi, c'était Mm. l'entourage, c'était l'environnement professionnel à un moment donné qui était plus en adéquation avec mes valeurs, mais qu'en tant que tel, j'ai des compétences, j'ai des valeurs, etc. Donc ça redonne confiance. C'est pas pour autant que j'ai envisagé de reprendre ce métier à l'époque. Pas du tout. Non, il y a un traumatisme, j'imagine, d'une certaine. Il y a un traumatisme et puis il y a un vrai besoin de reprendre quand même confiance, que ça soit professionnellement ou personnellement. J'étais devenue complètement faible et j'avais plus du tout confiance en moi dans quoi que ce soit que je pouvais entreprendre. On peut dire que c'est le début de la reconstruction quand même, le travail avec la psychologue, parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a le corps qui lâche, il y a le temps Oui, d'acceptation, en fait, de se dire, oui, moi, Charlotte, j'ai un burn-out, ça me paraissait impossible, mais ça l'est. Et petit à petit, ok, j'accepte de traiter aussi la dimension émotionnelle du burn-out. Et le fait de comprendre, ou en tout cas de te sentir comprise par cette psychologue qui, en plus, t'explique un peu le mécanisme, te permet de moins culpabiliser, de te sentir moins Mm. faible. Et est-ce que c'est un début de Il y a un reconstruction ou c'est déclic. encore? Il y a un Il y a déclic? un déclic. Je ne suis plus dans la phase du déni. Mhm. Je suis passée à la phase, on va dire, d'acceptation et de compréhension finalement de qu'est-ce que c'est que le burn-out. Et donc, pourquoi ça arrive à moi. Et donc, je comprends ça, je commence à découvrir un peu l'environnement du burn-out. Qu'est-ce que c'est quoi les impacts, comment ça arrive et pourquoi ça m'est arrivé à moi. Donc, il y a un peu une découverte de cet environnement-là et une compréhension de ma part que le problème n'est pas forcément moi. Donc, oui, il y a une première étape de reconstruction où j'arrête de me poser 15 000 fois la question de qu'est-ce que j'ai fait de mal. J'arrête C'est de me remettre important. en question Ouais. sans cesse. Mhm. Donc déjà, il y a une partie de moi qui est soulagée de je comprends que c'est pas moi le problème. Et donc, il y a un vrai soulagement, il y a un poids qui tombe. Oui, une responsabilité qui est moins lourde du coup. Oui, Mhm. c'est ça. Je sens que les épaules un peu plus légères. Mhm. Ok, et du coup, à partir de ce moment-là, c'est quoi les ressources ou Enfin, qu'est-ce qui se passe déjà? Les étapes suivantes, et puis c'est quoi les ressources, ce qui t'a le plus aidé et comment s'est passée la reconstruction? La reconstruction s'est faite en plusieurs étapes, mais j'ai commencé en étant toute seule chez moi dans la journée à penser à ce que j'aimais faire au quotidien. Étant pas mal passionnée de création et de déco, je commence à me créer une petite activité perso à côté, parce que j'ai besoin de faire des choses que j'aime pour me faire moralement du bien Mhm. et pour une fois penser à moi et me mettre au centre de mon quotidien. Avant de pouvoir réenvisager de qu'est-ce que professionnellement je dois faire demain, c'était beaucoup trop tôt pour se poser cette question-là. Sachant qu'à ce Euh, moment-là, tu es toujours salarié de la même entreprise? je suis en arrêt maladie toujours. Ouais. D'accord. Je suis en arrêt maladie et je commence à me dire, mais est-ce que se pose la question de effectivement, est-ce que je retourne au boulot? Non, il n'en est pas du tout question, il n'en est pas du tout envisageable. Et dans ma tête commence à être clair de je ne reviendrai pas au boulot. Mhm. Dans ma tête, ça c'est clair, je ne voudrais pas y retourner, mais bon, qu'est-ce que je fais demain? Je suis pas encore en capacité de me dire,
Est-ce que je suis en capacité d'appeler mon employeur pour dire, écoutez, maintenant, merci, au revoir? Non, je Mhm. suis pas encore capable mentalement à le faire. Je suis pas prête Mhm. à ça. Et pour le moment, petit à petit, dans ma tête, c'est clair, le job de RH, c'est plus pour moi. Mais se pose la question de qu'est-ce que je fais? Mhm. Mais là, pour le coup, j'arrive pas encore à me projeter. Et donc, la première priorité, c'est de me faire du bien. Et donc, à ce moment-là, je crée une petite activité de création d'objets personnalisés. Donc, je fais du bricolage, etc. Ça me fait juste du bien. Ça fait 5 mois que je suis en arrêt maladie. J'ai la grande surprise de recevoir une convocation pour un entretien pouvant aller jusqu'au licenciement de la part de mon employeur. Donc, choc brutal, très violent. À ce moment-là, je réponds à mon employeur en lui expliquant que je ne suis physiquement et mentalement pas du tout en état de me présenter à un tel entretien. Parce que mon manager le sait très bien, je suis en arrêt maladie dans le cadre d'un burn-out, je suis sous antidépresseur, etc. Donc, je suis pas en état et je demande à ce que ce soit décalé. Bien entendu, mon employeur n'a pas pris compte de ce courrier et 15 jours plus tard, je reçois une lettre de licenciement pour désorganisation de l'entreprise parce que je suis en arrêt maladie et que je suis sur un poste très stratégique au sein de l'entreprise et que du coup, je désorganise l'entreprise. Donc, voilà, je suis licenciée et quelques jours après, je me retrouve gentiment à Pôle emploi. Ouais. C'est un choc très très fort. Ça n'était pas du tout dans les habitudes de l'entreprise de licencier un collaborateur pour arrêt maladie. Mhm. Sous le choc, donc le monde se réécroule et je comprends pas ce qui se passe. Là, pour le coup, je le vis en totale injustice. Je suis heureusement accompagnée par un psychologue du travail qui m'aide à prendre le recul là-dessus et à mettre de côté cet événement pour pas me détruire et qui m'ouvre les yeux en me disant, en me confirmant que effectivement l'environnement qui était autour de moi était pas le bon, pas Mhm. au bon endroit au bon moment, que oui, effectivement, ça pouvait pas matcher. Et donc finalement, certes, c'est une injustice et je le vis mal. Et d'un autre côté, je me dis, c'est une opportunité. Au moins, j'ai plus besoin de choisir. Moi qui Mhm. savais pas, qui était pas encore, voilà. Bah, du coup, on a décidé pour moi. Mhm. C'est fait, la boîte, c'est terminé, c'est derrière moi et maintenant, j'ai plus ce poids, donc je vais pouvoir vraiment me centrer complètement sur moi, Et la même si j'ai garantie de ne pas avoir à y retourner, en fait. exactement. J'ai plus besoin de choisir. Ils ont choisi pour moi, j'aurais plus besoin d'y retourner. Mhm. Certes, ça s'est pas fini comme j'aurais voulu que ça se finisse, mais au moins, j'ai plus besoin de choisir. Donc ça se passe. Et après, du coup, ce licenciement, Les je recherches suis de qu'est-ce que je vais faire, en fait, c'est ça? C'est... exactement. Je suis pas du tout encore en état de refaire mon CV et d'éventuellement commencer à regarder les postes à pourvoir. La RH, je me dis que j'ai trop souffert et que j'ai trop donné et que si j'y retourne, bah, je vais encore souffrir. Du coup, je commence une formation pour me reconvertir professionnellement et je fais une formation pour être décoratrice d'intérieur. Ouais, donc complètement différent dans un univers. Complètement différent. Le lien entre les deux, c'est l'accompagnement des gens. Les accompagner autour d'un projet de bien-être à l'intérieur, d'amélioration, etc., etc. Donc, toujours du conseil et de l'accompagnement, donc, ce qui fait une suite logique et un fil rouge à mon métier de RH que j'aimais bien. OK. Euh, Mais physiquement et psychologiquement, pas encore en état de rechercher un emploi. Plutôt en découverte d'un nouveau métier. Et ça te va parce que ça ouvre le champ des possibles. Mais c'est encore beaucoup trop tôt pour penser retourner travailler. c'est trop tôt, je me fais du bien et du coup je me mets dans une bulle où je pense complètement à autre chose qu'à mon ancien métier de RH. Mais pour autant, je suis encore très souvent fatiguée, il m'arrive encore de pleurer, d'être irritée, d'être agressive. Je ne retrouve pas encore la Charlotte d'avant. Je me fatigue très vite, je suis sur ma formation et sur mes cours, mais au bout de 2 heures de cours, je suis fatiguée, je suis complètement lessivée, je manque encore énormément d'énergie et c'est très très long à revenir. Aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé la Charlotte d'avant. Hmm. Je n'ai pas encore toute l'énergie que j'avais avant. Donc c'est très long, très très long. Et du coup, il faut l'accepter de pas être comme avant, de que ça revienne pas. Ouais. Donc oui, la fatigue, elle est là, l'épuisement, il est là, le corps, il suit pas comme avant. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, qui est très long à comprendre. Et il faut apprendre à, du coup, petit à petit, vivre autrement. Ouais, à accepter la nouvelle personne que l'on est et ses capacités et ses limites, en fait. C'est ça. Et du coup, voilà, on a l'impression qu'en une journée, oui, une fois de temps en temps, bah, ça va bien. Et puis après, c'est reparti pour 3 jours dans une spirale infernale, compliquée. Dès qu'on fait un truc qui demande un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, mentale ou physique, peu importe, après, tout de suite, on met 4 jours à s'en remettre. Ouais. C'est aussi lié à l'état d'avancement dans le burn-out, c'est-à-dire que plus on attend, enfin plus on met du temps à s'en rendre compte, je pense que plus longue est la réparation et la reconstruction derrière. C'est quelque chose dont on n'a pas conscience et ce dont on se rend compte après, c'est que ça prend effectivement beaucoup de temps pour se reconstruire. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment les montagnes russes de réapprendre à vivre et à essayer de retrouver de l'énergie. Dès qu'on a Mhm. un peu d'énergie, on l'utilise tout de suite.
Mais du coup, on est re à sec, on est re en négatif d'énergie. C'est Le pas corps grave. redevient le guide de ces journées, Le en fait. corps, c'est pendant la rémission du burn-out, le corps, c'est le nerf de la guerre. Hmm. Donc, il n'a pas Il y a retrouvé le d'énergie, mental, on peut pas avancer, c'est ça? mais c'est ça. Et tant que l'énergie part transer, le mental peut pas aller mieux non plus. Tout va avec, mais c'est vraiment, on apprend à ce moment-là que c'est vraiment le corps qui guide absolument toutes mes pensées, qui Hmm. guide toute ma vie. Mon corps m'envoyait des signaux depuis longtemps, que j'ai jamais écouté, et que quand le corps il parle et il dit vrai. Hmm. Le À un corps ne moment ment donné. pas. Non, ça c'est sûr. Le Si mental j'avais peut su. nous raconter des histoires, mais le corps, lui, il ne ment Non, pas. Et du coup, comment tu as réussi à remonter petit à petit ou retrouver cette énergie? Même si j'entends qu'aujourd'hui, c'est pas encore complètement revenu, mais c'est quoi les étapes d'après? Là, on est à peu près 6-8 mois après le burn-out, après l'arrêt, c'est ça? c'est ça. Après, je fais ma formation, donc au fur et à mesure, les débuts sont un petit peu longs parce que le temps de trouver un rythme, une énergie. Et en fait, il faut juste accepter d'écouter son corps et d'y aller au rythme de son corps. Ça sert à rien Mhm. de se donner un Mhm. timing, un calendrier. Faut y aller sans pression, à son rythme. Quand le corps nous dit qu'on est prêt, on y va. Et donc, il se passe plusieurs mois comme ça où je fais par-ci, par-là ma formation. J'y prends du plaisir. Donc, quand on prend du plaisir, le corps va aussi quand même mieux. Donc, je m'aperçois de ça. Donc, je continue comme ça au fur et à mesure. Mais pour autant, derrière, je me pose pas du tout la question de professionnellement, demain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais vivre de la déco? Est-ce que ce sera mon métier de demain ou pas? J'en sais rien. Pour le moment, je suis juste focus au jour le jour Mhm. pour petit à petit aller mieux et je me pose pas du tout la question de l'avenir à ce moment-là. Donc se passe, allez, une petite année comme ça. Je finis ma formation, j'envisage à ce moment-là d'essayer de me mettre à mon compte en tant que décoratrice d'intérieur parce que je n'arrive pas du tout à me projeter sur la reprise d'un métier de RH. Trop peur de ressouffrir, trop peur de me redétruire et de me refaire du mal et j'ai pas envie de ça. À la fin de cette première interview, nous voyons que Charlotte va mieux. Elle retrouve une forme d'envie. Elle ressent malgré tout à ce moment-là encore beaucoup de fatigue et d'incertitude sur son avenir. On peut dire qu'elle est dans une phase de stabilisation. Dans la deuxième partie de l'interview, nous verrons les nouvelles difficultés auxquelles elle devra faire face et comment finalement elle a passé un cap qui lui permet aujourd'hui de parler de reconstruction et de transformation. Alors à très vite pour la suite de l'aventure.